Bonjour à tous. Premièrement, je souhaiterais remercier les organisateurs de me permettre de vous présenter ce travail aujourd'hui malgré mes Covid. Donc, je suis Arthur Chaton, doctorant en biostatistique à l'Université de Nantes, sous la direction de Florent Leborgne et Johan Fouché. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de machine learning, mais plutôt qu'être dans un cadre prédictif, on va se placer dans un cadre de causalité. Qu'est-ce qu'on appelle l'inférence causale? C'est tout simplement la quantification de l'effet d'une action A, on peut appeler aussi une exposition, un traitement, sur un outcome Y. Classiquement, ce qu'on fait, c'est un essai clinique randomisé qui permet d'éviter tout ce qui est facteur de confusion avec deux groupes totalement comparables. Le problème, c'est que parfois, on a besoin d'utiliser des études observationnelles, sans randomisation, avec du coup la présence de confusion. Donc, pour rappel, brièvement, qu'est-ce que c'est un facteur de confusion? C'est tout simplement une cause commune à notre action A et notre outcome Y qui va créer une association qui est non causale. Et l'idée de l'inférence causale, c'est tout simplement d'émuler un essai clinique randomisé à partir de ces données observationnelles. Donc pour ceci, on a un framework extrêmement utilisé qui est basé sur les contrefactuels. Un contrefactuel, qu'est-ce que c'est? C'est que pour chaque individu, on a un couple d'outcomes potentiels. C'est-à-dire l'outcome qui ferait dans un monde essentiellement contraire au fait, où il aurait l'action A, donc YA égale 1, ou dans un monde où il n'aurait pas l'action A égale à 0. Dans un monde idéal, on pourrait observer les deux outcomes, mais malheureusement, on en observe seulement un, l'outcome Y. Et on peut définir un effet causal comme n'importe quel contraste entre les outcomes potentiels. Donc, pour estimer un effet causal de façon correcte, dirons-nous, on a besoin de plusieurs hypothèses. La première, c'est la consistance, qui dit que pour un individu I, l'outcome que l'on observe est égal à son outcome potentiel. La seconde, c'est l'échangeabilité. Il n'y a pas de confusion non mesurée ou résiduelle. Il faut également qu'on respecte la positivité, c'est-à-dire chaque individu a une probabilité conditionnelle d'avoir l'action entre 0 et 1. Et enfin, il faut éviter tout ce qui est misspécification, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un modèle statistique qui soit bien spécifié, avec les interactions relevantes et les bonnes formes fonctionnelles. Et notre idée ici, c'est justement de savoir est-ce que le machine learning pourrait aider pour cette dernière hypothèse, que grâce aux dernières techniques de machine learning, on pourrait bien spécifier notre modèle de nuisance. Donc un bref survol des principales méthodes d'inférence causale qu'on peut regrouper en trois classes. La première, c'est tout ce qui est basé sur le score de proportion, comme l'IPTW ici à gauche. L'idée, c'est tout simplement de faire un modèle qui, pour expliquer l'allocation du traitement ou de l'action, qui ensuite, on va pouvoir l'utiliser par exemple en donnant un poids à chaque individu, ce qui nous permettra de recréer une sorte d'essai clinique. La deuxième grande famille de méthodes, c'est tout ce qui est G-computation. Cette fois-ci, on va plutôt essayer de créer une sorte de modèle pseudo-prédictif pour prédire chaque outcome contrefactuel pour tous les individus. Et enfin, on a des méthodes qui sont dites doublement robustes, qui combinent les deux approches. Ici, on va faire un focus sur la G-computation, parce que c'est un modèle, comme on disait, qui est plutôt pour lui de prédire les outcomes contrefactuels, et donc il y a un vrai intérêt pour le machine learning. Donc les objectifs de ce travaux sont les suivants. Premièrement, est-ce que les techniques d'apprentissage automatique pourraient nous aider à bien spécifier le modèle de nuisance de la G-computation? Et enfin, il existe néanmoins plusieurs méthodes de machine learning, et l'idée c'est d'en comparer plusieurs, enfin même de comparer leurs performances au travers d'une étude de simulation. Voici un schéma qui récapitule le mécanisme de génération des données. Donc, premièrement, on a étudié trois tailles d'échantillons, 100, 500 et 2000 individus. L'idée étant de savoir si ça fonctionnait également sur des très petites tailles d'échantillons. Parce que souvent, le machine learning s'associe au big data. Et là, on voulait voir aussi comment ça se comportait dans des très petites tailles d'échantillons avec beaucoup de covariates. Donc, on a défini ce mécanisme de génération des données de façon à s'approcher de la réalité, c'est-à-dire avec une certaine complexité. On peut voir qu'on a identifié, on se met dans un cadre où on a identifié un set de 22 covariables qui seraient des facteurs de confusion potentiels avec une interaction. Ces variables sont reliées entre elles par différentes fonctions qui peuvent être linéaires, quadratiques ou des step functions. Donc on a simulé nos 22 covariables qui peuvent être continues ou binaires. Ensuite, ils ont servi à simuler une action A binaire et un outcome Y binaire également. Au niveau des techniques de machine learning utilisées, donc, on s'est d'abord intéressé à deux méthodes qui sont deux méthodes paramétriques mais pénalisées, donc le lasso et l'ElasticNet, dans lesquelles on a ajouté des termes d'interaction pour toutes les covariables avec le traitement, et ainsi DBSpline
pour éviter les problèmes de log linéarité avec les variables continues. Et on a également ajouté deux autres techniques de machine learning, donc un réseau de neurones assez simple et un support vector machine également plutôt simple. Et enfin, on a investigué une autre méthode qui est plutôt une méthode de classification, c'est-à-dire le boosted cart. Les hyperparamètres ont été obtenus en maximisant l'aire sous la courbe ROC moyenne par cross-validation avec 10 plis. Et enfin, on a obtenu la variance par bootstrap. Dernièrement, on a investigué une dernière méthode, une méthode d'ensemble qui va permettre de combiner différents learners en une seule probabilité moyenne à la fin. Ce qu'on appelle le super learner. Donc, on part de nos n individus au départ, sur lesquels on va appliquer chacun de nos m learners. Donc ici, notre super learner, il sera composé du lasso, de l'élastic net, du neural network et du SVM. En appliquant ces 4 learners sur tous nos individus, on obtient une matrice n fois m de prédiction. Donc, une prédiction pour chaque individu, pour chaque learner. En optimisant une certaine fonction de perte, donc ici de nouveau l'aire sous la courbe ROC, on obtient un poids pour chaque méthode. Ce qui va nous permettre à la fin d'obtenir des probabilités moyennes qui vont être pondérées. Ce qui veut dire dans certains cas, on aura par exemple le lasso qui aura un poids plus élevé que d'autres, qui contribuera plus à l'estimation finale, alors que dans d'autres cas, ce seront le SVM ou le neural network. Ce qui permet d'avoir un algorithme qui est moins agressif que d'autres et un petit peu plus souple, si je puis dire. Au niveau des résultats, on a d'abord regardé le biais moyen. Donc ici, ce qu'on peut voir en rouge, déjà, c'est le super learner qui a un biais qui est proche de 0. Et ce, même pour les très faibles tailles d'échantillon, n égale 100. On peut voir que finalement, même quand on a beaucoup de variables, ce n'est pas biaisé, ou extrêmement peu biaisé. Les méthodes les plus biaisées sont le boosted cart et le neural network, ainsi que les méthodes pénalisées dans les très faibles tailles d'échantillon. Au niveau de la variance, on a regardé la variance empirique, la variance asymptotique et le biais dans l'estimation de la variance, qui correspond grosso modo au rapport entre les deux premières. Donc la variance est plutôt bien estimée pour chacune des méthodes, excepté le B-cart et le neural network. Et au niveau des variances, on peut voir qu'elles sont plutôt équivalentes, même si les méthodes pénalisées sont légèrement plus élevées à n égale 100. On s'intéressait à des indicateurs plutôt synthétiques qui résument à la fois la variance et le biais. La première, c'est l'erreur quadratique moyenne. Donc, encore une fois, les valeurs sont assez proches, avec quand même la valeur la plus faible pour le super learner. Les valeurs les plus hautes étant en accord avec la variance, les méthodes pénalisées en n égale 100. La couverture est proche de 95% pour la plupart des méthodes, même si les méthodes pénalisées sont un petit peu plus faibles, comme le neural network. Et surtout, on peut voir qu'il y a une grosse sous-couverture pour le B-cart. Et enfin, la puissance, si on met de côté le B-cart et le neural network, qui sont les méthodes qui donnent la puissance la plus faible, on peut voir qu'elles sont relativement proches, avec un petit avantage pour le SVM. Donc, si on résume un petit peu tous nos résultats, on peut voir que le biais est plus faible pour le super learner par rapport aux autres méthodes. La variance est mal estimée, dirons-nous, pour le B-cart, notamment quand n égale 100, et pour le neural network. Et les méthodes pénalisées, donc lasso et elastic net, ont une variance plus forte que le SVM et le super learner lorsque n égale 100. Les RMSE sont équivalents, même si c'est légèrement plus élevé pour lasso et elastic net en faible taille d'échantillon. B-cart conduit à une couverture qui est un coverage qui est sous-estimé. Et enfin, on peut voir que le B-cart ainsi que le neural network ont la puissance statistique la plus faible. Donc, sur ce scénario, il semble que le super learner performe mieux que les autres approches, et ce, même avec des très faibles tailles d'échantillon, n égale 100. Donc, on a également investigué d'autres scénarios, d'autres mécanismes de génération des données, mais j'ai pas le temps de vous les présenter ici, malheureusement. Donc, si on discute un petit peu de ces résultats, pourquoi le super learner fonctionne bien? Donc, il est bien connu qu'il n'y a pas de méthode qui fonctionne bien dans tous les scénarios, dans toutes les situations. Et justement, le SL a l'avantage de combiner différentes méthodes et de les pondérer de façon à ce que certaines contribuent plus que d'autres selon les scénarios, afin d'obtenir la meilleure estimation, c'est-à-dire celle qui s'adapte le mieux aux données. De plus, dans notre super learner, on a mis deux méthodes pénalisées qui font une sélection des covariables et deux autres qui n'en font pas, ce qui nous permet d'avoir toutes les covariables qui sont incluses dans le super learner, mais potentiellement avec des très faibles contributions.
On évite l'overfitting par cross-validation. Et enfin, on peut considérer une inférence post-sélection valide en bootstrappant toute la procédure. Donc, cette étude a quand même quelques limitations. Le premier, c'est qu'on n'a pas de justification théorique pour l'utilisation de l'association Machine Learning Bootstrap en G-Computation. Certaines méthodes dites doublement robustes permettent l'utilisation de telles méthodes adaptatives. Néanmoins, elles ont quelques défauts également. La première, c'est qu'il nécessite de définir différents sets de learners pour l'outcome et le modèle d'exposition. On peut voir qu'ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Par exemple, en G-Computation, il est difficile d'inclure tout ce qui va être des forêts aléatoires ou des méthodes de machine learning qui ne permettent pas de forcer une variable, parce que la G-Computation nécessite d'avoir l'exposition dans le modèle prédictif. Également, les méthodes doublement robustes sont plus sensitives à tout ce qui est médiation. Si on inclut des médiateurs dans le set de variables potentielles, ça va biaiser l'estimation. Et enfin, il a été montré qu'ils avaient une variance qui était plus élevée que la G-Computation. Puis dernièrement, comme toute étude de simulation, on a besoin de la dupliquer dans d'autres scénarios de simulation pour généraliser les résultats. Actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire en survie. Et pour finir, je vais finir donc ma présentation avec ce warning final. Donc on peut utiliser n'importe quelle méthode statistique, enfin la plus avancée, avec le machine learning, avec d'autres points, enfin toutes les techniques les plus avancées, ça n'empêche pas c'est pas une baguette magique, ça ne permet pas de résoudre tous les problèmes que l'on a. Ça peut être, donc ici le machine learning, on montre que c'est très utile pour surmonter certaines étapes de modélisation qui peuvent être un peu complexes, mais ça ne remplace pas de penser. C'est-à-dire que si on a une population cible qui est mal définie, si on a une mauvaise collection de données, si on ne réfléchit pas à quelle variable on pourrait inclure ou à quel learner on pourrait inclure dans notre modélisation, ça ne résoudra pas les problèmes. Donc le machine learning, ça peut être un outil très utile, mais ça ne résout pas tous les problèmes et on nécessite quand même de penser à propos du design. Donc ça ne remplacera jamais l'humain, mais ça peut néanmoins être très utile. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions.